que cet accord est déshonorant et humiliant pour le Congo. L'article 5 de cet accord cadre, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas été pressé de réagir parce qu'on a eu le temps d'analyser d'abord cet accord cadre, essayer de voir aussi dans quelle mesure le Congo pourrait en tirer profit. Ben, malheureusement, Bertrand a parlé de la réciprocité tout à l'heure, mais voilà, c'est juste une réciprocité de façade parce que dans l'accord, on ne voit nulle part où il est écrit que le Rwanda, en retour, va donner ceci au Congo. Et donc, l'article 5 de cet accord, qui est intitulé « Investissement négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence », nous trouvons cela louche. Pourquoi avoir négocié un accord aussi important sans pourtant la mise en concurrence? Donc, c'est un marché de gré à gré, alors qu'il s'agit là d'une cession de 12 000 hectares. Donc, il n'y a pas eu appel d'offres, c'est ça le problème? Il n'y a pas eu d'appel d'offres, voilà. On se demande, comme l'a dit Bertrand, est-ce qu'il n'y a que le Rwanda qui a cette expertise-là? Et ben voilà, on se demande pour quelle raison. Est-ce que nous, les Congolais, nous-mêmes, n'avons pas ces capacités-là de pouvoir pratiquer l'agriculture chez nous? Nonobstant le fait que les Rwandais vont exploiter nos terres pendant une durée illimitée, ça aussi, il faut le signaler, mais aussi les bénéfices qui seront réalisés pendant qu'ils seront là en train d'exploiter nos activités-là, oui. Donc, voilà, les capitaux seront rapatriés au Rwanda. Mais finalement, qu'est-ce que nous, on va gagner? Depuis 2018, le président parle de la corruption dans notre pays. Il a même dit dans un discours que notre pays n'est pas exempt, hélas, de la corruption, de la concussion. Et il disait dans le discours devant l'Assemblée et le gouvernement, là, ce sont les dirigeants qui sont indexés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait en termes de lutte contre la corruption. Il n'y a pas longtemps, le fonds de soutien à l'agriculture, 114 milliards de fonds de soutien à l'agriculture est parti de manière volatile comme ça. C'était de l'argent destiné à encourager normalement l'agriculture locale. L'argent est allé où? Donc, ce n'est pas en important l'agriculture où est la main-d'œuvre rwandaise ou les investisseurs rwandais que l'agriculture congolaise va se développer. Parce qu'en cédant ces terres, c'est comme le territoire rwandais qu'on a transposé au Congo. Et donc, ce sont les Rwandais qui travailleront et leur argent sera transféré dans leur pays. Donc, je pense que le discours même du Premier ministre était incohérent dans ce sens. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Franck Tshibinda, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, et Monsieur Bertrand Koudianga, premier coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol. Bonjour, chers messieurs, et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons parler donc de votre lettre que vous avez adressée à la présidence de la République, au Sénat, à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle. C'était déjà quoi le contenu? Une lettre que vous avez d'ailleurs déposée après avoir organisé une conférence de presse devant les médias nationaux et internationaux. Est-ce qu'on peut nous rappeler la teneur de cette lettre ouverte? Bon, je me permets de prendre la parole en premier avant Franck. D'entrée de jeu, je voulais d'abord présenter le mouvement citoyen Ras-le-Bol. Le mouvement citoyen Ras-le-Bol est une association qui regroupe des activistes pro-démocratie qui est créée en 2014 dans l'euphorie du changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Et donc, après les mutations du temps, la Constitution a été quand même changée et le mouvement à l'état actuel milite pour le respect des droits humains, la dignité humaine et l'état de droit. Et donc, revenons sur la lettre ouverte que nous avons adressée dans le cadre d'un consortium qui a regroupé le Cercle de droits de l'homme et le développement CDHD, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, FGDH, donc c'est le Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, et nous étions 5 organisations qui avions pensé qu'il était inopportun
que le Congo signe cet accord avec la République du Rwanda, l'accord qui a été signé le 12 avril dernier, et dont les termes nous a paru un peu ambigus, dans ce sens que la réciprocité qui était prévue dans cet accord, nous ne l'avons pas vue du côté du Congo. Donc le Congo a prévu céder 12 000 hectares, 12 000 kilomètres carrés de terrain au Rwanda, mais au Rwanda, je ne vois pas combien de kilomètres carrés de terre qui seront cédés pour le Congo. Si le Rwanda doit céder 12 000 kilomètres carrés au Congo, c'est tout le Rwanda qui sera cédé. Et donc, c'est autour de ces questions que nous nous sommes assises avec les autres organisations. Nous avons adressé une lettre ouverte pour demander au président Denis Sassou Nguesso de rétracter le Congo de cet accord cadre sur les investissements. Oui, mais est-ce qu'on peut donc décrypter exactement votre lettre ouverte? Vous dites qu'il n'y a pas eu réciprocité, oui, mais est-ce que c'est tout comme élément que vous redoutiez en fait? Bon, mais en dehors de la réciprocité est un élément majeur d'abord dans ce type d'accord, puisque le Congo avait signé un accord pareil en 2021 avec la République de l'Italie. C'était aussi un accord cadre sur les investissements, la sécurisation des investissements, et nous n'avons pas tiré les leçons. Et dans cet accord du 12 avril, en dehors de ces terres qui ont été cédées à la République du Rwanda, nous avons remarqué la concession du port de la zone économique spéciale de Maluku et la concession du port terrestre de Dolisie. Et puis, il y a eu encore d'autres accords, les accords militaires et tant d'autres. Et nous avons pensé que le Rwanda n'a pas l'expertise nécessaire pour prétendre signer ce type d'accord avec le Congo. Et nous nous sommes posé aussi la question sur le choix de nos dirigeants sur le Rwanda. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là envers le Rwanda? Est-ce que le Rwanda a l'expertise nécessaire? Et puis, la licéité de certaines causes au regard de la Constitution. Et tous ces aspects mélangés et nous a interpellés. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de d'abord examiner de fond en comble l'accord cadre et puis de déceler les failles qu'il y en avait et puis adresser une lettre ouverte avec les autres. Oui, Monsieur Franck, avant d'adresser votre lettre ouverte à ces institutions, bien entendu, est-ce que au préalable, vous avez tenté de vous rapprocher de ces institutions pour comprendre les motivations de ces accords? Nous sommes les organisations de la société civile et parmi les moyens que nous avons pour communiquer avec les autorités, qui sont d'ailleurs nos partenaires, il y a donc le plaidoyer, il y a la tenue des conférences de presse, mais aussi et surtout, il y a je dirais la rédaction ou l'adresse des lettres auprès de ces autorités-là. Donc, dire que nous les avons abordées, non. Nous avons juste pris le temps d'analyser cet accord cadre. Nous avons décelé, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, des incohérences. Il y a des clauses que nous avons trouvées louches dans cet accord et on a donc pensé informer le président de la République, qui est l'autorité de ce pays et qui a donc le monopole de juger en fait la teneur de cet accord. Et nous avons pensé adresser une lettre ouverte à laquelle nous avons aussi, je tenais aussi à rectifier ce que vous avez dit d'entrée de jeu. Nous n'avons pas écrit en fait à la primature, notamment au Premier ministre ou au président de la Cour constitutionnelle. Non. Nous avons plutôt adressé une lettre ouverte au président de la République, celui qui est le garant donc de la Constitution, et nous avons tenu informer le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême. Ces choix n'ont pas été faits au hasard, parce que nous avons compris une chose que l'État fonctionne en fait avec la complicité de toutes ces autorités-là. Donc, nous avons pensé les en informer pour qu'ils sachent que nous avons adressé une lettre ouverte au président de la République. Et donc, voilà, ça a été fait. Nous osons croire que le président nous a lus. Et donc, nous attendons la réponse, la réaction qu'il va avoir face à cette demande de la part de la société civile. Bien avant de déposer la lettre ouverte, comme vous l'appelez, vous avez organisé une conférence de presse. L'intérêt, c'était quoi exactement? L'intérêt, c'était simplement de prendre l'opinion publique à témoin, en fait.
Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes des organisations de la société civile et nous avons cette possibilité-là d'être au milieu des populations. Et donc, il y a eu des voix qui se sont levées et donc on a pensé qu'il fallait communiquer en fait. Nous avons peut-être ce privilège, entre guillemets, de nous adresser aux autorités par voie de presse ou par voie, mais alors, je dirais, démocratique. Donc, on a pensé en fait être entendu par l'opinion nationale, mais aussi internationale. D'où l'intérêt d'avoir convié ces différents médias qui ont participé à ce point de presse que nous avons animé hier. Donc, c'était pour sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opinion nationale et l'opinion internationale que le président, désormais, a la lettre qui lui a été adressée par cette frange, parce que nous n'allons pas dire ici qu'on a représenté toutes les organisations de la société civile, mais au moins, dans le cadre du consortium que nous avons déjà constitué depuis un moment, nous avons donc pensé adresser cette lettre-là, tout en rappelant au président de la République les engagements qu'il a eu à prendre lors de la prestation de serment et les différents discours qu'il a eu à tenir aussi dans le cadre de la gestion du pays. En dehors de la réciprocité, comme venait de le dire Bertrand, il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez encore noté que vous trouvez, comme a dit tout à l'heure Bertrand d'ailleurs, qui a parlé des incohérences? Est-ce qu'on peut nous en citer de façon réelle ce que vous avez relevé exactement? Bertrand pourra peut-être me compléter, mais tout de suite, je voudrais citer l'article 5 de cet accord cadre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas été pressé de réagir parce qu'on a eu le temps d'analyser d'abord cet accord cadre, essayer de voir aussi dans quelle mesure le Congo pourrait en tirer profit. Ben, malheureusement, Bertrand a parlé de la réciprocité tout à l'heure, mais voilà, c'est juste une réciprocité de façade parce que dans l'accord, on ne voit nulle part où il est écrit que le Rwanda, en retour, va donner ceci au Congo. Et donc, l'article 5 de cet accord, qui est intitulé « Investissement négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence ». Nous trouvons cela louche. Pourquoi avoir négocié un accord aussi important sans pourtant la mise en concurrence? Donc, c'est un marché de gré à gré, alors qu'il s'agit là d'une cession de 12 000 hectares. Donc, il n'y a pas eu appel d'offres, c'est ça le problème? Il n'y a pas eu d'appel d'offres, voilà. On se demande, comme l'a dit Bertrand, est-ce qu'il n'y a que le Rwanda qui a cette expertise-là? Et ben voilà, on se demande pour quelles raisons. Est-ce que nous, les Congolais, nous-mêmes, n'avons pas ces capacités-là de pouvoir pratiquer l'agriculture chez nous? Et donc, en dehors de cet article, je disais tout à l'heure que Bertrand aura me complété, il y a aussi une disposition c'est l'article 8, sur le rapatriement des capitaux, des recettes et des rétributions. Donc, nonobstant le fait que les Rwandais vont exploiter nos terres pendant une durée illimitée, ça aussi, il faut le signaler, mais aussi les bénéfices qui seront réalisés pendant qu'ils seront là en train d'exploiter nos terres. Activités-là, oui. Donc, voilà, les capitaux seront rapatriés au Rwanda. Mais finalement, qu'est-ce que nous, on va gagner? Qu'est-ce que le Congo va gagner alors que j'ai entendu dire le Premier ministre que le Congo va gagner par les emplois que vont créer donc ces activités. Il y aura la main-d'œuvre, il y aura des emplois, voilà. Non, mais dès lors que ces capitaux seront rapatriés, je pense que ce n'est qu'un leurre, en fait. Je pense que le problème avec le Congo, c'est le problème de gouvernance. L'Union africaine avait fait déclarer dans un de ses sommets à Addis Abeba que le problème du développement en Afrique, c'est la mauvaise gouvernance. Si jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à créer de l'emploi, ce n'est pas parce que nous avons ces terres, ces 12 000 kilomètres de terre qui gênent. C'est parce que les autorités n'arrivent pas à combattre la corruption. Le Congo a été placé en 2019 sur la liste des 10 pays les plus corrompus au monde. Il faut d'abord combattre la corruption, encourager l'entrepreneuriat local pour espérer créer de la richesse. Donc, céder 12 000 kilomètres carrés de terre au gouvernement rwandais, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. J'ai encore entendu le Premier ministre dire sur les antennes du RFI qu'il s'agissait des contrats de droit privé. Eh bien, moi, j'ai vu aussi cette ambiguïté. Comment
l'accord cadre n'a pas encore fait son cheminement normal, c'est-à-dire passer par l'adoption à l'Assemblée nationale pour la ratification par le président de la République, que vous signez déjà des contrats subséquents. Ça veut dire que pour eux, cet accord passera comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale et jusqu'à la promulgation, à la ratification par le président de la République. Donc, ces contrats subséquents qui concernent les matières de souveraineté, exemple les terres, et nous avons pensé que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal dans ce sens que depuis 2018, le président parle de la corruption dans notre pays. Il a même dit dans un discours que notre pays n'est pas exempt, hélas, de la corruption, de la concussion. Et il disait dans le discours devant l'Assemblée et le gouvernement, là, ce sont les dirigeants qui sont indexés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait en termes de lutte contre la corruption. Il n'y a pas longtemps, le fonds de soutien à l'agriculture, 114 milliards de fonds de soutien à l'agriculture est parti de manière volatile comme ça. C'était de l'argent destiné à encourager normalement l'agriculture locale. L'argent est allé où? Donc, ce n'est pas en important l'agriculture où est la main-d'œuvre rwandaise ou les investisseurs rwandais que l'agriculture congolaise va se développer. Parce qu'en cédant ces terres, c'est comme le territoire rwandais qu'on a transposé au Congo. Et donc, ce sont les Rwandais qui travailleront et leur argent sera transféré dans leur pays. Donc, je pense que le discours même du Premier ministre était incohérent dans ce sens. Alors, puisque vous parlez évidemment des discours de Denis Sassou Nguesso, aussi dans votre lettre, oui, la lettre ouverte, bien entendu, vous avez rappelé une autre phrase d'ailleurs de Denis Sassou Nguesso, c'était alors le discours sur l'état de la nation 2020, où il rappelait, je vais citer, que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect, bien sûr, qui porte sur l'inconstitutionnalité de ces accords. Est-ce qu'on peut penser que dans l'optique de ce que vous êtes en train de faire, on pourra arriver, par exemple, à des poursuites judiciaires contre le gouvernement? C'est possible. Je vais vous lire l'article 44 de la Constitution. Il est dit ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage puni par la loi. Et donc, s'il s'agit du président de la République ou une haute autorité, les procédures sont prévues, c'est-à-dire la levée de l'immunité au Parlement ou la mise en place de la haute cour de justice pour permettre à ces autres autorités de venir comparaître. Donc, les mécanismes sont prévus que si aujourd'hui, nous n'avons pas la force ou la puissance de les poursuivre, mais demain ou après-demain, parce que ce sont des crimes qui seront imprescriptibles, ils pourront être poursuivis pour avoir cédé les terres congolaises sans l'assentiment du peuple congolais qui doit se prononcer par voie référendaire. Donc, c'est ce qui est prévu. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres erreurs, peut-être d'autres incohérences qu'on peut retrouver dans cet accord qui peuvent faire l'objet aussi de poursuites judiciaires. Alors, Franck, lorsqu'on regarde très bien, ces accords ont été signés par un ministre qui, en réalité, je pense que ça ne relevait pas de ses compétences. C'est le ministre de la coopération internationale qui a signé ces accords en lieu et place du Premier ministre congolais ou du président de la République. Est-ce que vous avez tenu compte de cet aspect? Effectivement, cet accord, en fait, comporte beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup de points qui sont louches et on se demande pourquoi ils sont en train d'aller aussi vite que ça. C'est comme s'il y avait anguille sous roche. Voilà. Donc, comme a dit Bertrand tout à l'heure, c'est comme si c'est une lettre qui va passer à la poste comme ça, sans pourtant qu'il y ait… Mais écoutez, Monsieur Christian, moi, je voudrais quand même essayer de rappeler un fait. Le Rwanda aujourd'hui, qui suscite l'admiration de
pas mal d'autres peuples d'ailleurs, n'a pas eu besoin des Congolais pour atteindre le niveau qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi nous, à notre tour, on va recourir aux Rwandais pour qu'ils viennent développer l'agriculture chez nous? Ça n'a pas de sens. Dans notre lettre ouverte, on a bien dit que cet accord est déshonorant et humiliant pour le Congo. Effectivement, nous avons eu des investissements costauds qui ont été alloués dans le département agriculture dans ce pays. Depuis plus d'une décennie déjà, il n'y a jamais eu de résultats. Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que c'est en faisant venir les Rwandais et en leur cédant? C'est là aussi le problème. Nous allons leur céder, c'est une cession. 12 000 hectares de terre pour qu'ils exploitent pendant une durée illimitée, mais ça pose problème. C'est déshonorant. Est-ce que les Congolais sont incapables de produire eux-mêmes? Alors que nous avons pris l'initiative d'encourager l'entrepreneuriat local. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on va aider les Congolais? Non, même si le Premier ministre dit que les Congolais vont trouver de l'emploi, mais c'est une forme de l'esclavage. Est-ce que ce sont les Rwandais aujourd'hui qui ont venu nous commander? Nous avons des Congolais capables aussi d'avoir des entreprises qui vont produire dans ce pays-là. Donc moi, je pense qu'avec tous les fonds qui sont en train d'allouer dans le domaine, dans le secteur agricole, ils peuvent normalement, ils doivent, j'allais dire, impulser l'initiative locale, impulser l'entrepreneuriat local pour que les Congolais eux-mêmes produisent, consomment, transforment ce dont ils ont besoin dans ce pays-là. Avant de recourir aux autres, mais il faudrait bien que nous-mêmes, nous retrouvions d'abord. Donc, il y a tellement d'incohérences dans cet accord-là. Voilà, vous avez dit que c'est bien qu'il a signé au nom du gouvernement, on se demande pourquoi, mais même de l'autre côté du Rwanda aussi, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a signé. Mais bon, il s'agit là d'un accord cadre. Ce n'est pas un contrat de droit privé, c'est quand même un accord cadre qui encadre en fait plusieurs contrats et qui ne sont pas les moindres. Nous avons la concession de la zone économique spéciale de Maluku, il y a des accords militaires, donc il y a tout ça, mais après, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pensé à leur niveau par rapport à la procédure, mais nous trouvons que c'est pas trop responsable, en fait. Alors, ça me rappelle évidemment cette parole que nous avons longtemps entendue, nous étions encore tout jeunes, qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit est un peuple qui n'est pas libre, en fait, est encore un peuple esclave. Or là, on est bien en train de continuer sur la voie de l'esclavage, parce que si c'est les Rwandais qui doivent venir nous nourrir, mais là encore, ça reste un débat qu'on pourra donc engager prochainement. Mais je reviens donc vers Bertrand. Vous avez adressé une lettre ouverte et probablement que vous avez aussi fait quelques recommandations, c'est-à-dire vous avez fait quelques propositions. Les plus grandes recommandations, si on peut nous les rappeler. La plus grande recommandation que nous avons faite, c'est la rétractation du Congo de cet accord. Nous avons demandé au président de la République de d'abord rétracter et puis une fois rétractation faite, de promouvoir l'investissement local dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les secteurs miniers. Nous avons toutes les ressources aujourd'hui. Il faut encourager la ressource humaine. Le premier capital aujourd'hui, c'est le capital humain. Il faut former les Congolais, encourager l'entrepreneuriat congolais pour qu'à son tour, que cet entrepreneuriat produise aussi de la richesse. Nous avons aussi demandé au président de la République de diversifier l'économie. Figurez-vous que dans le pétrole, nous avons beaucoup de dérivés. Et dans le pétrole, avec le contrat de partage de production, il y a plusieurs sous-leviers ou sous-ressources que nous pouvons transformer localement et qui pourraient aussi créer de l'emploi. Et puis, nous avons aussi demandé au président de la République de promouvoir la transformation locale des produits, des matières premières. Et oui, pour créer de l'emploi, tout à fait, oui. Oui, sont produites localement, sont transformées localement. Je pense que ça peut créer de la richesse. Au lieu de vendre de manière brute comme ça, une matière première, et c'est plus bénéfique, je pense, à mon avis, aux pays qui achètent. Et puis, ils achètent à quel prix? Ils achètent au vil prix. Et quand ils achètent comme ça bénéficie à ces États. Donc, nous avons donné 4 recommandations, mais la recommandation la plus pertinente, c'est d'abord la rétractation avant tout. Si nous rétractons le Congo, on va, tant soit peu, tituber, on va trébucher, mais après, on va se relever. Avec les erreurs, nous allons les corriger. Nous allons combattre d'abord la corruption. Nous allons essayer de tabler sur la bonne gouvernance. Il faut fermer les yeux. Il faut éviter le copinage, le commérage. Quand quelqu'un a détourné les fonds publics, il faut que la justice soit capable de l'interpeller. Il faut que la police soit capable de l'interpeller. Donc, une fois que cette corruption a pu être mise en œuvre, cette lutte contre la corruption a pu être mise en œuvre,
tout pourra marcher. La diversification de l'économie, la transformation des matières premières au point de vue local. Donc voilà un peu les 4 propositions que nous avons faites au président de la République. Mais les économiques pourront s'en saisir, puisque nous ne sommes pas des économistes, mais dans les 4 propositions, ils pourront certainement donner un modèle ou bien une démarche économique pour arriver à la perfection. Donc voilà un peu nous, avec nos réflexions de défenseurs que nous sommes, nous avons réfléchi et nous avons donné ces 4 propositions. Je voulais compléter, oui, Franck. Christian, si vous permettez. Je vous en prie. C'est juste pour donner un peu la teneur de ces recommandations. Donc, vous pouvez comprendre par là que nous ne sommes pas contre l'avancement du pays. Nous ne sommes pas contre l'avancement du pays. Donc, nous voulons bien que cet avancement se fasse de la manière la plus transparente et tout en permettant aux Congolais de se retrouver. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens pensent que voilà, nous sommes contre le progrès du pays. Non, 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 non. Voilà, nous avons pensé demander au président de la République de se rétracter et puis continuer avec la promotion des investissements locaux. C'est ce que nous voulons en fait. Que les jeunes Congolais se retrouvent. Ce sont nos terres à nous, nous sommes sur place, nous sommes des bras valides. Pourquoi nous traiter comme si nous étions des fainéants alors que le Congo, il y a des années passées, était le grenier de l'Afrique centrale. Nous avons quand même nourri aussi les autres pays depuis que nous existons. Pourquoi aujourd'hui on se sent incapable de le faire alors qu'il y a 50 ans passés ou 40 ans passés, les Congolais étaient autosuffisants. On produisait suffisamment pour que les Congolais se nourrissent. Donc je pense que le président de la République devrait encore, dans sa volonté de vouloir faire avancer le pays, compter sur les Congolais d'abord. Voilà, ce n'est pas de la xénophobie, nous ne sommes pas contre les Rwandais, mais il faudrait que les gens comprennent ici que nous voulons d'abord impulser, encourager les initiatives locales et ensuite, on verra si on pourra faire recours aux étrangers pour venir nous porter de l'aide. Sinon, pour l'instant, Congo d'abord, c'est ce que nous voulons. D'abord le Congo, comme le ferait tout le monde d'ailleurs, mais quelle sera donc la suite après cette lettre ouverte? Parce que je sais, évidemment, on ne va pas l'apprendre à quelqu'un, tout le monde sait ce que c'est que le Congo, le régime politique au Congo est tel que, même lorsqu'on a crié, vous aboyez, ils disent souvent le chien aboie, la caravane passe. Quelle sera donc la prochaine étape? Bon, mais la prochaine étape, on ne va pas tout dévoiler, il s'agit aussi de la stratégie. On va continuer à négocier et je pense qu'ils ne sont pas des sourds, ils vont entendre raison, je l'espère. Mais s'ils s'obstinent à aller à l'encontre des intérêts de la population ou du peuple congolais, nous allons communiquer au maximum afin que les Congolais se saisissent de la question et que les Congolais prennent leurs responsabilités. Mais ce n'est pas à nous de dire ce que les Congolais doivent faire. Mais je pense que les Congolais sont assez matures pour défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est la défense des terres, des territoires. Ce qui se passe au nord Kivu, c'est la défense des territoires. Et cela se passe dans beaucoup de pays au monde. Et je pense que les peuples sont capables, sont assez mûrs pour défendre leur territoire. Donc, que ce soit avec la complicité des autorités ou non, je pense que les peuples sont assez mûrs pour dire non, 12 000 km², c'est trop à céder à un État qui ne vaut pas 12 000 km². Parce que si on applique la réciprocité à ce point de vue, le Rwanda ne pourra pas nous céder 12 000 km². Parce que c'est tout le Rwanda que nous prenons pour exploiter l'agriculture. Vous voyez que ce n'est pas possible. Et donc, je pense que le moment venu, nous allons demander les autorisations, soit pour faire des marches, soit pour faire des actions, mais dans le respect des lois et règlements de la République. Comme nous ne sommes pas des anarchistes. Mais est-ce qu'une action en justice est exclue? Bon, une action en justice, Bertrand l'a rappelé tout au début de cette émission. Nous, malheureusement, nous n'avons que pour arme la parole. Et donc, nous ferons le plaidoyer. La parole et les tribunaux, parce que dans tous les cas, vous avez la possibilité, c'est un droit, vous pouvez rester en justice dans tous les cas. Effectivement, comme nous avons dit au cours de cette émission, il a d'abord fallu que nous puissions révéler ici les points qui sont problématiques. Et donc, nous avons demandé au président de la République de se rétracter. Et si jamais il ne le faisait pas, ça veut dire que l'accord va suivre son cheminement et il finira par le promulguer.
Et puis, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fera cette fois-ci? Nous allons nous adresser à la Cour constitutionnelle pour déclarer l'inconstitutionnalité de cet accord-là. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nos actions se fondent beaucoup plus sur le plaidoyer. Et donc, voilà, nous adresserons des correspondances acquis de droit au moment venu, selon la teneur aussi de l'affaire. Donc, sinon, comme a dit Bertrand, nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes des organisations régulièrement établies. Voilà, l'État nous reconnaît quand même ce mandat-là de dire non là où quand ça ne marche pas. Nous sommes des citoyens avertis et quand nous pensons que pour les intérêts des populations, il faille que nous puissions prendre position, mais voilà, nous le faisons. Juste pour vouloir faire entendre raison au président de la République, lui qui est le garant de la nation, pour qu'il essaie aussi, parce que ce sont des voix en fait que nous faisons, que nous portons à son niveau. C'est des voix qui sont, qui lui ne peut pas entendre parce que nous avons la possibilité d'être avec les populations. Donc, nous avons remonté ces doléances des populations pour que lui qui étant sage du pays, garant de la Constitution, qu'il puisse entendre raison. Et puis, bon, voilà, les Congolais veulent travailler. Et donc, c'est le moment, s'ils pensent qu'il y a 12 000 hectares qui sont disponibles, il n'a qu'à nous envoyer, nous irons travailler. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, je vous dirai un grand merci d'avoir disposé tout ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive, puisque c'est là, je crois, le mot de la fin, si vous avez une préoccupation ou quelque chose que vous aurez souhaité dire, mais donc la question n'a pas été posée. On aimerait juste que le président puisse entendre raison et que nos préoccupations puissent rencontrer son assentiment. Vraiment, le peuple congolais va beaucoup nous remercier pour ça. Bertrand, un mot de la fin. D'abord, dire merci à M. Christian Perrin et puis M. David. Et puis, demander aux Congolais, ceux qui nous suivent, que ce soit les Congolais qui sont au niveau, qui sont installés au pays et ceux qui sont à l'étranger, de continuer à veiller. C'est le patrimoine commun, c'est notre patrimoine laissé par nos aïeux, nos ancêtres, les André Guénard Matua, les Youlou, et beaucoup des ancêtres sont morts pour nous léguer ce petit territoire que nous avons. C'est 342 000 km². Si on enlève 12 000 km², il nous restera 330 km². C'est une modification de notre carte. Et donc, de veiller à ce que les revendications soient entendues, que notre dignité soit réservée, soit conservée, et que les autorités signent les accords qui iront dans les intérêts du peuple congolais, parce que nous les payons avec l'argent du contribuable, avec notre argent, lorsque nous consommons, avec l'argent lorsqu'on prélève dans nos salaires. Et donc, eux, à leur tour, ils doivent appliquer dans le respect des textes les mandats que nous leur léguons. Donc, de demander aux Congolais de veiller, d'être vigilants à ce que ces accords soient respectés. En dehors même de ces accords, de veiller à ce que le gouvernement travaille bien, que les autorités travaillent bien. Merci, en tout cas, merci à Franck Tchibinda, merci à Bertrand Meunier d'avoir donc consacré votre temps si précieux à nos téléspectateurs, à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, grand merci d'avoir choisi encore votre canal d'information Télar TV. N'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas de partager, et si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Télar TV, en tout cas, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez soin de vous. Merci.